Hey, salut tout le monde! Bienvenue à cet nouvel épisode de Mystère Voilé. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il est arrivé quelque chose cette semaine, ou plutôt la semaine passée, le 13 août exactement, jeudi passé. Il y a quelqu'un qui était très important à cette émission, que je m'inspirais beaucoup, que j'ai adoré, qui m'a même donné envie de commencer Mystère Voilé, qui est décédé. Monsieur Michel Dumont de Dossier Mystère. Donc j'ai décidé d'écouter un ou deux épisodes avec vous. Ça va être diffusé probablement en première chaque épisode, donc je devrais pouvoir vous dire bonjour dans le chat, drette là, sinon je vais m'arranger pour couper ça au montage. Mais c'est ça, j'ai l'intention d'écouter des émissions, des séparer par bloc de 15 minutes, donc par sujet, et d'uploader ça prochainement sur la chaîne. Donc un épisode par jour pendant je sais pas combien de jours, j'imagine que s'il y a 4 segments par épisode, je fais 2 épisodes, donc 8 jours. Je vais essayer de mettre du contenu un petit peu plus régulièrement avec ça. Et donc on va se rappeler de la mémoire et des bons coups et des bonnes émissions de Dossier Mystère, ou plutôt de Michel Dumont, parce que Dossier Mystère, c'était pas lui qui avait parti ça, c'était plutôt Christian Page, mais Dumont était très important dans la première saison. Donc regardons, on va commencer tout de suite en écoutant l'épisode 10 de la saison 1. On parle des squelettes de cristal, on va parler aussi de plusieurs sujets que j'ai abordés dans Mystère Voilé. Donc startons ça direct live avec un hommage à Michel Dumont. Comme je disais, on part l'épisode 10 direct live. Let's go, rest in peace, mon Michel. Dans un monde rationnel, et voilà, et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Oh yeah, mon Michel, t'es jamais aussi bien ici, buddy. 1925, au Belize, une adolescente est descendue au fond d'un puits. Elle y découvrira l'artefact le plus énigmatique de l'art précolombien. Qui a façonné ce mystérieux crâne de cristal? Qu'est-ce qui peut bien pousser René Lévesque à chercher avec autant de passion le tombeau de Champlain? Ça, on l'a écouté. Plutôt, on en a parlé. Connu de tous. Pas vraiment. Ce que les journaux avaient annoncé comme la traversée triomphale de l'Atlantique par 2 pilotes français se change bientôt en un mystère. Qu'est-il arrivé à leur biplan, l'oiseau blanc? Et où sont les 2 pilotes? Le 4 décembre 1872, un 3-mâts barque croise le Marie-Céleste. Le navire est abandonné. Pourtant, le Marie-Céleste est en bonne condition de navigation. Qu'est-il arrivé à l'équipage mystérieusement disparu? Ici Michel Dumont. Rest in peace. Voici Dossier Mystère. Je vais descendre un peu le son pendant l'intro, question copyright et tout. Et c'est aussi pour vous dire que si vous voulez écouter les épisodes complets sans mes interventions, parce que des fois je vais mettre ça sur pause pour parler, bien sûr, c'est disponible sur la chaîne de Mystère Voilé. Il y a du monde qui les ont uploadés. J'ai fait une playlist. Juste aller voir les playlists. Vous allez pouvoir vous amuser sans entendre mes commentaires. Donc je vous avertis, il va falloir des fois que je pèse sur pause, que je descende le volume et que j'ajoute un peu de la personnalisation pour éviter les copyrights. Donc, on repart ça au volume original. Pour beaucoup d'entre nous, l'archéologie est synonyme d'aventure. C'est Indiana Jones livrant un dernier baroud d'honneur pour sauver les plus fabuleux trésors de l'histoire. Yeah! Mais tout cela n'est que du cinéma. Vraiment? Un Britannique a inspiré le caractère de ce héros imaginaire, et sa fille adoptive, une franco-ontarienne, a peut-être fait la plus importante découverte de tous les temps. Franco-ontarienne, donc pas loin d'ici au Québec. Je sais pas si je l'ai déjà parlé de ces crânes-là. Le 1er janvier 1925, il y a une activité fébrile au sommet du grand temple de Loubantum, cette cité maya redécouverte quelques mois plus tôt par l'aventurier britannique Frederick Mitchell Hedges. C'est un jour très spécial. Une semaine plus tôt, la fille adoptive de Mitchell Hedges, Anna, a remarqué, en regardant par une fissure entre les dalles du temple, un objet brillant tout au fond du puits. Cette descente au fond du puits est son cadeau d'anniversaire.
Crise de beau cadeau, s'il arrive de quoi, là, puis elle tombe, mais un petit cadeau empoisonné. Après avoir récupéré l'objet au fond de la pyramide, Anna est remontée lentement avec sa découverte. À la lumière du jour, tous sont ébahis par la beauté de la mystérieuse relique. Dans un geste théâtral, l'aventurier Frederick Mitchell Hedges la soulève à bout de bras pour la faire voir à tous ses ouvriers. À l'unisson, 4 mots s'élèvent comme une clameur. Las Calaveras de Cristal. Les crânes de cristal. Crânes de cristal. Professeur, archéologue et aventurier, Frederick Albert Mitchell Hedges est sans contredit l'un des personnages les plus étonnants de sa génération. Il servira lui-même de modèle à Steven Spielberg pour son personnage d'Indiana Jones. Ah ouais? Frederick Mitchell Hedges a pratiqué tous les métiers. Antiquaire, explorateur, archéologue, conférencier, auteur et poète. À l'âge de 16 ans, son père, John Hedges, le fait enrôler par une équipe de prospecteurs sur le point de s'embarquer pour l'Arctique. Maudit colonisateur! De sa passion pour les récits fabuleux. Loin de décourager l'adolescent, ce premier voyage éveillera au contraire un désir de parcourir le monde en quête d'aventure. Durant son séjour parmi ces tribus indigènes, les voyages du jeune aventurier constitueront l'une des toutes premières études ethnologiques de ces peuplades. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il allait pas là-bas pour faire des recherches géologiques, à le voir regarder les personnes de cette tribu, les filles en particulier. Just saying. La biographie de certaines personnes se lit comme un roman. C'est le cas de l'histoire qui va réunir la petite Canadienne Anne-Marie Le Guillon à l'explorateur anglais Frederick Mitchell Hedges. En 1917, celui-ci adopte la petite Anne-Marie Le Guillon. La fillette se trouve dès lors parachutée dans un univers fantastique. En compagnie d'une amie, Lady Richmond Brown, Mike Mitchell Hedges entreprend vers 1920 l'exploration des forêts encore vierges d'Amérique centrale. On raconte alors que des tribus encore inconnues y vivaient cachées en marge du monde civilisé. Il n'en faut pas davantage pour aiguiser la curiosité de l'explorateur. À l'issue de 1000 péripéties, des crocodiles du Rio Grande aux fièvres de la malaria, Mitchell Hedges met à jour, 4 ans plus tard, les importantes ruines de Lubantum, une cité maya construite 1000 ans plus tôt. C'est-tu beau un peu les cités de même? Au temple de la cité, que sa fille adoptive Anna va découvrir l'artefact le plus énigmatique des civilisations précolombiennes. Le crâne de cristal. Je n'étais pas autorisée à monter sur aucun des bâtiments de Lubantum. J'aurais pu avoir un accident et mon père était très protecteur. Mais un jour, j'ai entendu 2 indigènes mayas dire que si l'on montait sur l'un des bâtiments, on pouvait voir à des milles à la ronde. Ma curiosité a été plus forte et je suis montée au sommet. J'étais là, regardant l'horizon, quand j'ai été éclairée par les reflets provenant du crâne qui était à l'intérieur de l'édifice. J'étais très excitée et je me suis empressée d'aller le raconter à mon père. Bien sûr, il a commencé à me réprimander en me disant que je ne devais pas grimper là-haut, qu'il était responsable de moi. Mais pour lui aussi, la curiosité a été plus forte et il a dit « Nous allons aller voir ce qu'il y a là-haut ». J'ai été désignée pour descendre. Mon père a dit « Tu l'as vu, alors c'est à toi de descendre ». J'ai répondu « Il n'en est pas question. Je n'ai pas envie de descendre là-dedans. Il y a des serpents, toutes sortes de serpents, je n'irai pas ». Mais il a été inflexible. « Tu l'as vu, alors tu descends et peu importe de quoi il s'agit, tu le remontes ». S'il disait pas que c'était son cadeau de fête au début dans l'intro, si elle voulait pas y aller, c'est pas que le cadeau de fête, hein? Aujourd'hui, Anna fête ses 17 ans. L'entrée du puits est suffisamment dégagée.
Malgré ses inquiétudes paternelles, Mitchell Hedges a décidé de souligner l'événement en laissant sa fille aller chercher elle-même sa découverte. Oui, très bon père, Buddy. Attaché à une corde, et 2 hommes m'ont fait descendre. La seule chose que je voyais, c'était encore cette lumière. Je l'ai pris, je l'ai enveloppé dans mon chemisier et je l'ai remonté. Elle l'a trouvé et l'a remonté. Dès que les indigènes l'ont vu, ils sont devenus très agités. Pour eux, c'était comme un présent des dieux. Tous ont les yeux rivés sur le joyau qu'elle tient précieusement. Il s'agit de la représentation d'un crâne humain, grandeur nature, taillé dans un bloc de cristal. Frederick Mitchell Hedges n'a jamais rien vu de pareil. Lorsqu'il a été découvert, personne ne savait exactement de quoi il s'agissait et d'où il venait. Sauf que c'était là un extraordinaire artefact. La partie supérieure du crâne a été découverte en premier. Peu après, on a trouvé le maxillaire inférieur. Un jour, un gamin, comment avait-il réussi à pénétrer l'édifice? Je l'ignore. Mais quoi qu'il en soit, il en a ramené la mâchoire inférieure que je n'avais pas vue. Il paraît qu'il y aurait beaucoup de ces crânes disponibles dans le wild, comme on dit. On sait pas trop d'où ce qu'ils viennent. Ils vont peut-être en y toucher un peu. Là. Je vais pas essayer de pas spoiler le reste. Trop effrayé que j'étais. La plus énigmatique relique archéologique jamais découverte, bien que photographiée et étudiée sous tous ses angles, garde son mystère. Je pense que le véritable secret du crâne réside dans son utilisation comme objet de guérison. Il a guéri de nombreuses personnes et rendu leur vie plus supportable, plus agréable. Avons-nous des preuves? Savoir que vous croyez en lui et que vous lui faites confiance. Le crâne de cristal aurait été fabriqué il y a quelques 17 000 ans afin de transmettre aux générations futures un savoir universel. Cette connaissance serait-elle importée d'un autre monde? Quelle était son utilité? Pourquoi ces artisans mayas ont-ils choisi de lui donner un tel réalisme alors que leur art est invariablement plus stylisé? Quand a-t-il été créé? Et pourquoi est-il fait de cristal? Pas pire reconstruction, un gars qui taponne le crâne un peu de même, nous faire croire qu'il est en train de le faire, oui. Depuis l'avènement de l'électronique et en particulier de l'informatique, nous savons que le cristal peut être utilisé pour emmagasiner de l'information. Ah, c'est pour pas les fou, ça. amateurs d'ésotérisme, le choix du cristal par les artisans mayas aurait beaucoup plus à voir avec ses propriétés mémorielles qu'avec son aspect esthétique. Pour eux, le crâne de cristal serait une sorte de disque dur où les anciens auraient stocké un savoir extraordinaire. Ouais, toi, comment? Ils branchaient ça quelque part ou par pensée, pis si comment ils appellent ça, la télékinésie? Mais si le crâne de cristal est ce que prétendent les mystiques, comment avoir accès à ces connaissances millénaires? Exact. C'est ici qu'entre en scène Carol Davis. Au début des années 80, Carol Davis accompagne un ami chez Anna Mitchell Hedges à Kitchener, en Ontario. Carol Davis est déjà à ce moment-là l'une des plus extraordinaires sensitives canadiennes. Là, si on avait un crâne de même au Canada, malade. Carol Davis n'a alors qu'un intérêt mitigé pour l'archéologie et les civilisations anciennes. Mais dès qu'elle plonge son regard dans les orbites vides du crâne, ses sens s'emballent. Pendant 2 heures, elle sera plongée dans un état de transe en communication directe avec l'esprit du crâne. Ça, j'ai de la misère avec les communications spirituelles. Ce sera la même. première d'une longue série de séances de channeling avec le savoir millénaire du crâne. Carol Davis était et est toujours une transmédium respectée et d'une notoriété internationale. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait déjà été en contact avec le crâne. Elle avait psychométrisé le crâne et fait plusieurs séances avec lui, en compagnie de sa propriétaire, Anna Mitchell Hedges. Psychométriser le crâne.
Une légende raconte qu'il y aurait 13 crânes de cristal. Et voilà. Le savoir universel. Les descendants des Mayas croient que le jour où les 13 crânes seront à nouveau réunis, ils révéleront leurs secrets. Jusqu'à présent, seulement 6 crânes de cristal ont été découverts. On va checker après sur Google. Les circonstances de leur découverte restent nébuleuses. Le crâne trouvé par Anna Mitchell Hedges est d'une signature si supérieure aux autres qu'on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une œuvre moderne, un faux, placé à dessein à l'intérieur du grand temple de Lubantum. Or, une étude menée dans les années 1990 par le British Museum semble plutôt démontrer l'inverse. Le crâne aurait été façonné par une super civilisation, puis confié à des gardiens. Ce sont ces gardiens, possiblement des survivants de la légendaire Atlantide, qui l'auraient apporté en Amérique pour en faire don à des prêtres mayas. Hey man, on mélange beaucoup de choses. L'Atlantide est rendue mêlée à ça, là, Batin. C'est pas n'importe quoi, là. Ou plutôt, c'est-tu n'importe quoi? Le crâne de cristal demeure l'un des plus fabuleux mystères de l'humanité. Les Mayas croyaient que dans ses reflets, un jour, seront révélés tous les secrets de l'univers. Je devrais demander de curer le COVID. Le crâne de cristal est celui que lui donnent les gens en le voyant. Peu importe ce qu'ils ont en tête. C'est comme le calice d'argent ou toute autre icône du même genre. Les gens placent dans ces icônes ce qu'ils veulent croire et en tirent aussi ce qu'ils désirent. Ouais. Le calice d'argent, oui. Le crâne de cristal découvert par Anna Mitchell Hedges est l'une des grandes énigmes archéologiques. Quelle était son utilité? Qui en était le propriétaire? Qui l'a sculpté? L'histoire est un curieux mélange de savoir et d'ignorance. Un univers où les certitudes sont rares. Et c'est justement cette ambivalence qui la rend si fascinante. Parce qu'en histoire, contrairement à bien des sciences, l'imaginaire n'est pas une faute, mais une hypothèse. Enquête criminelle. On va mettre ça sur pause 30 secondes. On va aller voir sur Google si on n'aurait pas quelque chose à propos de ces crânes-là. D'habitude, on n'écoute pas les commentaires de Michel Dumont, mais pour ces 2 épisodes spéciaux-là, on va tout écouter. Donc, on va regarder ici. Tiens, pour vous, les amis, on va y aller en français. D'habitude, je check ça en anglais. Qu'est-ce que Wikipédia dit à propos de tout ça? Les jeux, cinéma... Le crâne de cristal est une représentation de crâne humain et en cristal de roche, ce type d'objet très prisé, ouais. Dans le début du siècle, ces objets ont été attirés par l'ésotérisme. No shit, c'était juste de l'ésotérisme qu'on avait dans Dossier Mystère à peu près. Ça a été parlé dans Indiana Jones. Il n'y a rien ici de particulier. On va aller voir Mitchell Hedges, c'est ce qu'on vient de voir, Anna Mitchell Hedges. Donc, est-ce qu'on a retrouvé... Ah, on peut voir les autres, le crâne de Paris, le crâne de Londres... Il n'y a pas l'air d'avoir plus de détails vite comme ça. Mais bref, on a regardé un peu. Donc, vrai ou légende, peut-être un peu des deux. Souvent, c'est ça, hein, Dossier mystère. T'as un peu de vrai, t'as un peu de légende. Et en fait, beaucoup, je pense, des mystères qu'on connaît, ça doit être ça. Pas rien que Dossier mystère. Bref,